beaucoup à toute l'équipe du CNRD de leur confiance et de m'avoir invité à communiquer aujourd'hui autour des résultats de cette étude qui s'appelle Nurse Pain Prevent. Et on va voir que c'est en fait les résultats d'une étude observationnelle prospective de la douleur lors de la réalisation de la toilette au lit du patient. Alors cette étude, nous l'avons réalisée de manière collective et nous avons été un certain nombre à être très actifs dans la réalisation de ce travail de recherche. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à cette étude qui sont présentes aujourd'hui et c'est une occasion aussi pour moi, notamment Florence, l'occasion pour moi de les remercier à nouveau de cet engagement parce que ça a été un gros travail d'évaluation et je vais vous expliquer un petit peu comment on a procédé pour réaliser cette étude. Notamment un grand merci à Patricia Zimmermann qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a été pendant de très longues années en fait extrêmement active au CNRD, qui a été évidemment très investie dans la réalisation de cette recherche et grâce à qui on a pu avoir une méthodologie en or. Un grand merci aussi à la Fondation Apicil qui a financé en fait une partie de la structure de cette étude. Du point de vue du contexte, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la douleur induite par les soins, on en a déjà parlé juste avant, et donc l'épidémiologie de la douleur. Il faut savoir que quand même, les précurseurs en matière d'études observationnelles de douleur induite, eh bien, c'est l'univers pédiatrique, et on doit en fait un certain nombre de travaux à Carbajal et également à Émilie Courtois, qui est donc puéricultrice, donc qui a fait une thèse en épidémiologie et qui a énormément travaillé à l'épidémiologie de la douleur induite chez le nouveau-né et en réanimation néonatale, épaulée encore une fois par Patricia Zimmermann. Donc, vous voyez que c'est vraiment des précurseurs en matière d'épidémiologie, un mot difficile à dire que je dis plusieurs fois. C'est un véritable challenge. Et du coup, on leur doit vraiment beaucoup de données et ça a été des pionnières en la matière. Stevens est une collègue canadienne qui a également fait un gros travail de recensement prospectif des douleurs induites, là chez les enfants plus grands, sur tout un hôpital canadien un jour donné, en allant regarder le nombre de fois où les enfants étaient exposés à une douleur induite avec des résultats assez stupéfiants. 78% des enfants rencontrent une douleur au cours des 24 premières heures d'hospitalisation. Passons chez l'adulte. Et là, je vais remettre mes lunettes. On retrouve un certain nombre d'études de la prévalence, notamment une étude menée en 2000 avec 998 patients hospitalisés. Et cette étude montrait 55% en fait, des patients rapportaient une expérience de douleur dans les 24 heures précédentes. Une autre étude que l'on doit, entre autres, à Elisabeth, j'ai vu que tu étais présente, donc je suis très contente de parler de cette étude en ta présence. Donc, qui a été publié en 2008. Et les résultats de cette étude montraient que, tout geste confondu, on retrouvait une douleur intense, extrêmement intense, dans 57% des cas. Je fais un petit résumé, je vous invite à aller relire cette littérature. Plus récemment, on a une étude en 2015 qui met en évidence que 37% des procédures étaient responsables de douleurs sévères. Et parmi ces gestes de soins, les mobilisations faisaient également partie des gestes les plus générateurs de douleurs. Vous ne retrouvez pas ici l'étude Regard qu'on ne retrouve pas en publication internationale, mais c'est aussi en fait une étude très importante en termes de prévalence de la douleur en fait des patients. Mais ce qu'on peut dire, c'est que parmi ces différentes études, finalement, les douleurs provoquées par les soins de nursing et en particulier la réalisation de la toilette au lit du patient ne font pas l'objet de travaux spécifiques. Et pourtant, donc, globalement, la toilette au lit est un geste qui est peu exploré, alors même que ce type de soin est fréquent, récurrent, et surtout, on va le voir, concerne une population particulièrement à risque de douleur. Et donc, on se retrouve avec
voilà, finalement, le thème de la douleur de la toilette au lit eh bien, est un peu au centre de notre question. Cette question qui est elle-même à l'intérieur de la thématique des douleurs liées aux soins. Et en fait, tout ça s'est englobé dans un champ plus large de la douleur en général. Vous voyez que finalement, cette niche, elle est peu explorée et on a pu le voir précédemment. Pourtant, c'est des situations de soins très récurrentes. Donc, nos objectifs, un petit truc un peu bizarre dans la présentation, mais c'est pas grave. L'objectif principal de notre étude, c'était justement de mesurer de manière prospective, un jour donné, la douleur lors de la réalisation de la toilette au lit du patient. Et nous avions comme objectif secondaire de recueillir de manière un peu plus large des données concernant les différentes interventions en soins proposées par les professionnels qui réalisaient ce soin, proposés aux patients au cours de la toilette, à savoir quelles évaluations étaient réalisées, quelles propositions d'analgésie étaient faites, qu'elles soient pharmacologiques ou non pharmacologiques. Et là, comme par hasard, on va retrouver l'histoire du Méopa. Donc, notre méthode, comme on a pu le voir, c'était une étude observationnelle prospective réalisée durant les mois d'avril et de novembre 2018 dans 23 unités de soins. Et ces unités de soins étaient réparties dans 5 hôpitaux appartenant au même groupe hospitalier. Les spécialités des sites étaient réparties de la manière suivante. Le site numéro 1 était un SSR adulte, les sites 2 et 3 étaient des MCO adultes, le site numéro 4 était un SSR accueillant une population d'enfants en situation de polyhandicap, et le site numéro 5 était en fait un site de MCO pédiatrique. Cette étude a concerné les secteurs donc à la fois de MCO et de SSR, toute population confondue, c'était notre choix, d'avoir à la fois une étude qui concerne les adultes, les enfants, y compris les enfants atteints de troubles cognitifs ou non. Et aucune modification lors de l'étude n'était apportée aux soins nursing habituels. Alors, comment avons-nous procédé? Nous étions 8 enquêteurs, tous spécialistes ou formés à la gestion de la douleur ou très investis dans la question de la douleur. La douleur de la toilette était évaluée à l'aide d'échelles validées et spécifiques aux situations cliniques des patients. Et nous regardions également si une analgésie préventive était administrée, si la douleur était évaluée par les soignants eux-mêmes. Nous observions des éléments autour de la communication qui était établie avec le patient et des propositions de distraction de l'attention qui pouvaient être faites aux patients. On a également observé, et dans notre groupe, nous avions la chance d'avoir une kinésithérapeute qui nous a beaucoup guidés sur ces critères, ces éléments à observer, les modalités d'installation, de manutention, ainsi que les actions de réajustement qui étaient proposées aux patients. Alors, quels sont les résultats de cette étude? Nous, en termes de population, nous avons observé 166 toilettes au lit, et pour lesquelles on retrouve 164 cotations de la douleur. On a 2 données manquantes sur la douleur. À noter que 12 patients n'ont pas souhaité participer à l'étude. L'âge des patients était réparti de la manière suivante. 78,9% des patients qui étaient inclus dans cette étude étaient des adultes. 15% étaient des enfants en situation de polyhandicap et 6% de la population totale des toilettes observées étaient des enfants hospitalisés en MCO, donc une petite proportion. 65 des patients, soit 39% d'entre eux, étaient non communicants ou dyscommunicants. Et vous voyez là la répartition des âges moyens par site, et c'est tout à fait normal d'avoir une répartition assez hétérogène au regard des spécialités des différents sites. Nous avons enquêté dans un certain nombre de services, et c'était intéressant aussi pour nous de noter le ratio en fait entre le nombre de lits d'un service et le nombre de toilettes. Il y avait
évidemment des services où finalement la réalisation de la toilette au lit était entre guillemets exceptionnelle ou plutôt rare, tandis que certains services, c'était vraiment 100% de la population avait besoin d'une toilette au lit, quasiment 100%, notamment le site numéro 4 qui accueille des enfants en grande situation de polyhandicap. Alors, eh bien, les résultats, les voilà. 79 des 164 toilettes avaient des scores de douleur élevés, soit 48% des toilettes provoquent de la douleur intense ou sévère. Et donc, c'est un chiffre assez clair. 38 des 79 toilettes évaluées comme douloureuses étaient réalisées avec une analgésie et 41 des 79 toilettes douloureuses étaient réalisées en binôme. Les outils d'évaluation que nous avons utilisés, en fait, évidemment, en fonction des situations spécifiques des patients, donc on retrouve 41 échelles numériques, 46 Algo Plus, qui est cohérent avec notre population, 38 échelles verbales simples, et 28 FLAC modifiés, puisque nous avions en fait un certain nombre d'enfants en situation de polyhandicap, et l'échelle FLAC modifiée et l'échelle validée de façon internationale pour ce type de population. 8 EVA et l'échelle FLAC, qui est l'échelle FLAC qui est spécifique pour les enfants, douleur aiguë sans avoir de handicap cognitif. 3 minutes, Béné. Pardon ? 3 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. 29 des 79 situations douloureuses présentaient des douleurs intenses. Donc, chez les patients douloureux, parmi ces patients douloureux, 36% ont des douleurs intenses. 53% des patients douloureux étaient dyscommunicants. Et donc, ça c'est vraiment un point à souligner. En fait, vous avez 3 fois plus de risque d'avoir une douleur intense, forte ou intense, lorsque vous êtes en situation de troubles cognitifs ou d'incapacité à communiquer. 41 des 79 toilettes étaient réalisées sans analgésie. Et 38 des 79 toilettes présentaient une douleur modérée ou faible. Les moyens médicamenteux se répartissaient de la manière suivante. On a retrouvé, alors là, sur la population totale, 60 situations sur les 166 toilettes, 60 situations où il y a un traitement antalgique et avec une répartition entre des paliers 1 jusqu'au palier 3. À noter que sur ces 60 fois où on a donné un médicament en prémédication pour prévenir la douleur de la toilette, eh bien seulement 48 d'entre elles, soit 80%, respectaient les délais. En termes d'évaluation, les professionnels posaient la plupart du temps la question aux patients. Poser la question « Avez-vous mal ?» On a retrouvé 90 situations sur les 166 et seulement 7 situations étaient évaluées avec une échelle validée en fonction du contexte du patient. Mais quand on regarde de plus près la question qui était posée, est-ce que vous avez mal ? En fait, chez 29 des patients pendant la toilette, 29 fois cette question a été posée à un patient qui n'était pas capable de répondre à la question. La durée moyenne de la toilette, c'est 23 minutes et dans presque 50% des situations, la toilette était réalisée en binôme. Les points positifs, on a regardé l'installation, les mobilisations et donc la plupart du temps, les gens verbalisent ce qu'ils font. Là, je vais vous retourner, là, je vais commencer à vous laver le visage, etc. Si le patient était conscient, les professionnels invitent, dans la majorité des cas, invitation à faire les gestes et ont des propos de guidage. Il y a le toucher, le rythme est adapté dans une grande proportion des situations et on pouvait noter que l'installation était confortable pendant la toilette pour 88% des situations.
Maintenant, en matière de techniques de distraction et de détournement de l'attention, l'échange verbal était présent, on parlait aux patients. Par contre, cet échange n'avait pas vocation beaucoup à distraire la personne. On lui parlait, mais on ne lui parlait pas forcément pour attirer son attention, hein, seulement 10% des situations. Les vraies distractions d'attention, la recherche aller regarder ailleurs, 16%. Avec un média, c'est-à-dire faire écouter de la musique, regarder une petite vidéo, là on tombe à 4%. Le vocabulaire de réassurance est présent à 56%. Par contre, pas avec en fait une terminologie dite positive, hein, à éviter justement en utilisant une communication positive. Là, on est vraiment très très bas, 11%. Et l'utilisation de la tablette, à savoir que ce projet, il a été aussi accompagné par Apicil et nous avions formé 170 aides-soignants, entre autres, et infirmières aux questions de la prise en charge de la douleur, et on leur avait distribué des tablettes, comme quoi la technique, ça ne fait pas tout. La discussion, on peut aller rapidement. D'ailleurs, je préfère vous donner les 4 grands axes à retenir de cette communication. L'évaluation avant et pendant et après la réalisation de la toilette, ça c'est quelque chose d'important et j'insiste sur le avant pour pouvoir aller chercher une prémédication. La prévention et le traitement pharmacologique, l'attention portée aux mobilisations à l'installation du patient et le recours à des moyens non pharmacologiques et l'adaptation de sa communication, c'est finalement les 4 grands axes qui en fait sont les critères et les guides d'une analgésie efficiente pour un geste tel que la toilette au lit du patient. Pour conclure, notre étude est la première à mesurer spécifiquement la prévalence de la douleur lors de la réalisation de la toilette du patient alité. Les résultats de cette étude établissent une forte relation entre la réalisation de la toilette et l'apparition ou l'augmentation de la douleur. Les standards de la prévention et du traitement de la douleur procédurale doivent s'appliquer aux soins d'hygiène. Les moyens non pharmacologiques doivent être plus utilisés et proposés plus systématiquement aux patients. Et une attention toute particulière est apportée aux patients non communicants qui sont plus vulnérables encore que les patients qui peuvent exprimer leur douleur au cours de ce type de soins. Je vous remercie.